Alors je vais vous parler cet après-midi de quelques a priori historiques récurrents. Lorsqu'on suit les premiers cours d'histoire sociale à l'université, surtout à partir du master, la plupart de nos professeurs ne cessent de répéter que l'historien doit se méfier de ses propres influences ataviques, ce qu'on pourrait appeler un excès d'empathie pour le sujet de ses recherches. Mais surtout, il doit se méfier de certains a priori erronés, véhiculés par l'histoire dite classique, donc antérieure à l'école des annales. Le chercheur doit rester neutre, ne pas interpréter les faits anciens qu'il observe avec les yeux et surtout les idées actuelles. Et il doit rester critique à l'égard de toute interprétation antérieure. Il n'est pas question ici d'être systématiquement révisionniste. Les quelques a priori que je vais évoquer ici n'ont d'ailleurs pas de gravité extrême, ni de conséquences sur l'interprétation des faits historiques beaucoup plus importants. Ils traduisent simplement la difficulté d'être un véritable historien indépendant dans une société où les pontifes de tous ordres peuvent à n'importe quel moment faire déconsidérer, voire censurer un chercheur qui contredirait quelque peu leur thèse ou qui ne corroborait pas les arguments politiques du moment. Alors, premier cas donc de ces a priori historiques récurrents, les Bretons et leur titre de noblesse. Vous savez qu'on dit que la Bretagne était une terre qui entretenait donc des rapports aristocratiques même après la Révolution. Et bien on va prendre l'exemple du poète réunionnais Lecomte de Lisle, qui tient son nom de son père breton, sa mère étant réunionnaise. Parmi les noms additionnels des Lecomte, écrit Louis Tiercelin, qui est un écrivain et poète en 1905, dans un livre qu'il intitule Lecomte de Lisle étudiant, nous trouvons celui de Duval, de Préval, du Désert, du Guimbert et enfin de Lisle, c'est-à-dire le comte Duval, le comte de Préval, le comte du Désert, le comte du Guimbert et le comte de Lisle. Ils furent pris, selon l'habitude des bourgeois du XVIIe et XVIIIe siècle, pour se distinguer entre frères et sœurs, ou entre frères et cousins plutôt, et n'impliquaient pas même une prétention à la noblesse. Ils marquaient, et encore pas toujours, la possession d'une terre. La terre de Lisle est située sur les anciennes paroisses de Saint-Sanson de Lisle et de Sandre, qui font partie de la paroisse de Plaine-Fougère, au diocèse de Rennes. Fin de citation donc de Tiercelin. Autre exemple, la famille de Mahé de la Bourdonnais, lorsque celui-ci allait épouser la fille d'un important administrateur de la Compagnie des Indes, ne répondit pas à la lettre patente du roi lui proposant de l'anoblir, prétextant qu'elle l'était déjà. Mais le marin s'était toujours fait appeler Mahé. Plus tard, on l'appelait la Bourdonnais, et ça ne le gênait pas. Preuve que le deux auquel les nobles français tenaient tant n'avait pour ainsi dire aucune importance pour les Bretons. Et pourtant, on guillotina tant de gens durant la Révolution simplement parce que leur nom de famille portait cette particule. Alors ça m'amène à une réflexion, c'est la deuxième partie, la deuxième a priori, de réflexion sur la République française. On a fondé la République française en coupant la tête d'un roi qui, en 19 ans de règne, n'avait fait aucune guerre, mis à part l'aide aux colons insurgés d'Amérique contre les Anglais, ni ordonné aucune condamnation à mort. Louis XVI avait même aboli la torture et définitivement le servage sur le domaine royal. Notons que, peu de temps auparavant, Voltaire demandait l'abolition du servage, tout en maintenant ses propres paysans de l'Ain, Gex fermait, c'était comme ça s'appelait sa propriété, dans des conditions de soumission inhumaines.
Voltaire se prétendait ennemi du servage, comme il s'était dit ennemi de l'esclavage. Il a écrit un texte à propos des serfs de Saint-Claude et du mont Jura, en préambule au discours des Welsh. Par une lettre du 7 novembre 1764, un habitant de Saint-Claude, donc du pays où il avait ses propriétés, Joseph Romain Joly, frère du maire, lui répondit qu'il se trompait et qu'il n'y avait pas de serfs dans ce petit pays. Il démontra par citation de documents anciens que Saint-Claude était une ville franche depuis longtemps et que le droit de main morte n'y avait jamais existé. Lorsque les droits féodaux furent définitivement abolis dans la nuit du 4 août 1789, on s'aperçut que le défenseur des serfs virtuels de Saint-Claude avait refusé d'émanciper les siens, qui pourtant étaient bien réels. Donc Voltaire dénonçait le servage, mais il entretenait le servage. Et auparavant, Voltaire avait bien profité des bénéfices de la Compagnie des Indes, qui pratiquait la traite et l'esclavage. Voilà donc qui était le représentant des Lumières. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. À la fin de l'Ancien Régime, quelques années après l'inutile élimination physique du roi, les républicains, qui avaient déjà beaucoup guillotiné, ont provoqué la venue d'un empereur. Napoléon fut bien au départ premier consul de la Première République. Il a fait, cet empereur, des millions de morts au nom d'une idéologie nouvelle qui devait amener la paix et la prospérité en Europe. À l'évidence, les valeurs de la République française n'étaient pas, dès le départ, liberté, égalité, fraternité, mais plutôt vanité, cupidité et individualisme. Attention, je n'ai pas dit que des idées généreuses n'existaient pas dans la tête de certains républicains. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux étaient fédéralistes, donc pour le respect des peuples et la non-hiérarchisation des cultures. Malheureusement, leurs espérances furent vite bafouées par ceux qui ne rêvaient que d'une chose, arracher le pouvoir politique parisien aux mains des royalistes, même en écrasant le droit des peuples à choisir librement leur destin, et quitte à ordonner des ethnocides épouvantables, certains historiens n'hésitent pas à parler même de génocide, comme en Vendée, Maine-et-Loire ou Loire-Atlantique. Voilà pour le deuxième a priori. Troisième a priori, il concerne le protestantisme. Les historiens classiques considèrent que le protestantisme n'existe qu'à partir de 1517, lorsqu'en Allemagne, le moine Martin Luther se rebelle contre la papauté. En fait, ce mouvement de protestation contre l'autorité du pape était bien antérieur. Dès la deuxième moitié du XIVe siècle, le docteur anglais en théologie John Wycliffe contestait certains dogmes chrétiens, comme celui de l'Eucharistie, c'est-à-dire la transformation du vin et du pain en sang et corps du Christ. Un de ses adeptes, le Tchèque Jean Hus, est frappé d'hérésie au début du siècle suivant, dénonçant dans ses sermons les erreurs de l'Église et proposant une réforme. Le mot est déjà prononcé à l'époque. La nouvelle religion sera bien appelée 100 ans plus tard la religion réformée. Il est condamné au bûcher en 1415. Il est donc erroné de dire, comme Frédéric Régent en 2013 à La Réunion, que le protestantisme n'existait pas avant 1517. Cette date n'est qu'une convention d'historiens classiques qui ont toujours voulu serrer l'histoire par tranches, comme s'il y avait une brutale rupture de vie sociale d'une époque à l'autre, ce qui, bien entendu, est totalement absurde. Voilà pour le troisième a priori. Et le quatrième, c'est celui de dire que la France est une terre historique d'immigration. C'est ce que nous répètent en effet à l'envi depuis des dizaines d'années des hommes politiques de droite comme de gauche, tentant de justifier ainsi les graves problèmes d'assimilation, ou plutôt de simple intégration,
des nombreux immigrants récents? Eh bien, je dis non. Le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, et qui ne fut pas depuis la nuit des temps, comme le prétendent certains centralistes, un État unifié, n'a jamais subi d'importantes invasions humaines dans le passé lointain, et cela depuis l'Empire romain. Même les Latins, après la guerre des Gaules, qui fut bien une catastrophe démographique pour les Celtes, morts au combat et assassinat de la plupart des prisonniers, sans doute plus de 400 000 à 1 million, nous dit Yann Le Bohec, professeur émérite de l'Université de la Sorbonne, déportation de 200 000 à 500 000 Gaulois réduits en esclavage à Rome, sur une population d'avant-guerre d'environ 12 millions d'habitants. Même ces Romains, envahisseurs donc, n'ont jamais regroupé plus de 100 000 combattants, la plupart n'ayant pas fait souche en Gaule, sauf par viol. Ceux-là n'ont pas pu connaître leur descendance et évidemment lui transmettre un quelconque atavisme. Alors écrire et dire avec insistance que toute l'actuelle France fut complètement et surtout rapidement romanisée, comme le fait Christian Goudineau, professeur au Collège de France, est quand même un peu contre-historique, non? La plus importante vague d'immigration ancienne qu'a connue une partie de l'Hexagone, c'est celle de l'Armorique par les Bretons de Grande-Bretagne. Certains historiens avancent le nombre d'environ 30 à 50 000 immigrants venus des îles britanniques entre les 5e et 7e siècles, ce qui est considérable, car on peut estimer à l'époque la population de l'Armorique à 100 000 ou 200 000 âmes. Dans la moitié ouest de la Bretagne, le nombre d'immigrants a donc sans doute supplanté celui des autochtones, en particulier en Donomné ou en Cornouailles. Il n'en reste pas moins que des Bretons ont également peuplé l'est de la péninsule, mais il est vrai que dans une moindre proportion et parfois par îlots. Ainsi, des zones ont été assez fortement peuplées par des Bretons, telles la presqu'île de Guérande et la région de Dole et Saint-Malo. D'autres vagues modestes, un peu plus tard, notamment irlandaises, ont eu lieu lors de l'évangélisation de la Bretagne. Alors, toutes ces informations sont fournies par le site AgoraVox sur Internet. J'y ajouterai que d'autres lieux du Grand Ouest ont également été peuplés par des immigrants britanniques, dans la Mayenne actuelle par exemple, la presqu'île du Cotentin, l'Anjou et même le Poitou, voire le sud-ouest du bassin parisien, la toponymie en attestant. Mis à part donc ces incursions bretonnes, qui sont des installations définitives. Au Xe siècle, les incursions vikings en Bretagne et en Normandie n'ont pas donné, elles, naissance à un vaste mouvement migratoire en provenance du nord de l'Europe, même après que des chefs scandinaves aient accaparé l'actuelle région de Normandie. Cela n'a concerné que quelques milliers d'immigrants. Par la suite, la féodalité et le servage ont quasiment figé la sédentarisation et il faudra attendre le début de la révolution industrielle au XIXe siècle pour voir des mouvements migratoires vers la France en provenance de Belgique, d'Italie, d'Espagne, et puis, après la guerre 14-18, surtout d'Italie et de Pologne. Donc, dire que la France est de très longue date, voire depuis toujours, une terre d'immigration est naturellement faux. C'est bien la colonisation lancée par la Troisième République en Afrique à la fin du XIXe siècle, et surtout les décolonisations désastreuses des années 60 et le néocolonialisme qui a suivi, qui reste responsable du flux continu actuel de migrants vers la France, de la plupart des migrants vers la France. Et je vais y revenir dans une prochaine vidéo.